Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux titres. Le président rencontre ses pairs africains à Addis Abeba. Le Premier ministre part en croisade contre le chômage à Djibouti. Bonjour, en marge du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu une rencontre bilatérale avec le Premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Desalegn, entouré de ses proches collaborateurs. Les deux parties ont discuté des sujets d'intérêt commun car la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie entretiennent des relations particulièrement étroites et en parfaite synergie. L'intégration économique qui unit les deux pays et les voies et moyens d'entendre leur coopération et leur soutien ont été au menu des discussions. Ils ont également mis en exergue les moyens de renforcer leur collaboration dans la lutte contre le terrorisme et à la nécessité de promouvoir l'intégration régionale afin de maintenir la stabilité dans la Corne de l'Afrique. La réunion s'est tenue en présence notamment de deux ministres des Affaires étrangères, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie ainsi que le président des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Pour plus de précisions sur cette rencontre bilatérale, écoutons le Premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Desalegn. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu ensuite avec le président kenyan, Uhuru Kenyatta. Les deux hommes ont discuté des sujets d'intérêt commun. Le renforcement des relations d'amitié et de coopération ont été au cœur des discussions. Les dirigeants ont évoqué la situation qui prévaut actuellement et les voies et moyens de renforcer la sécurité dans ce pays qui est en proie à des attentats terroristes des Shabab. À l'issue de la rencontre, le président kenyan nous a accordé une interview. Je vous propose donc de l'écouter. Nous reviendrons sur ces précisions dans nos prochaines éditions. Et ensuite, le président de la République s'est également entretenu avec le secrétaire exécutif de la Commission économique de l'Afrique, Carlos Lopez. Le président Guelleh et Carlos Lopez ont discuté lors de ces entrevues des voies et des moyens de promouvoir l'intégration régionale et la coopération internationale pour le développement de l'Afrique. Le président de la République n'a pas manqué de rappeler que Djibouti se projette à l'horizon 2021 d'utiliser à 100% de l'énergie verte avec la construction de 3 centrales solaires. Le secrétaire exécutif a félicité le président pour cette initiative conduisant le pays vers le développement économique. Écoutons les propos du secrétaire exécutif de la CEA. De nos engagements africains avec des partenaires et notamment avec les partenaires asiatiques. Donc j'ai pu parler avec le président sur les derniers développements après le sommet FOCAC qui a eu lieu à Johannesburg avec le président chinois Xi Jinping. Nous avons aussi évoqué les études qui sont en train d'être menées par la CA à Djibouti, notamment dans le domaine de l'énergie, faire le point sur les potentiels énergétiques domestiques de Djibouti, que ce soit avec les énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien et le géothermique, mais aussi d'autres besoins pour atteindre l'objectif de Djibouti d'avoir 3000 mégawatts de production pour la consommation interne. Mais nous avons aussi évoqué la question du tourisme. On avait fait à la CA une étude complète sur le tourisme dans les pays de l'IGAD. Et là, nous sommes en train de passer à la phase suivante, qui est de faire des études plus poussées au niveau de chaque pays. Et nous avons commencé avec Djibouti. Enfin, le président de la République a reçu le président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, Oluyomo Bernard Aliou. Ce dernier a félicité le chef de l'État pour son engagement
sans faille pour le développement de son pays et plus précisément dans le domaine de l'aviation civile. Djibouti est un important membre de l'OACI, une institution spécialisée des Nations Unies établie par les États en 1944 pour générer et administrer la Convention relative à l'aviation internationale. Le président du Conseil de l'OACI a affirmé son soutien indéfectible dans le domaine de l'aviation civile ou encore la modernisation des infrastructures. Les propos du président de l'OACI. Sector development. Et sous l'égide du Premier ministre, c'était donc dans les titres Abdelkader Kamel Mohamed, une réunion de travail sur la mise en place d'un mécanisme d'insertion professionnelle des jeunes chômeurs s'est tenue ce lundi dans la salle de la réunion de la primature. Était présent à cette réunion le ministre du Travail chargé de la réforme administrative, le ministre du Budget, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de l'Économie et des Finances, le secrétaire d'État à la Solidarité nationale, le commissaire au plan, la secrétaire générale de la primature, le secrétaire général de l'éducation nationale. Le Premier ministre a brièvement présenté l'objectif de la réunion qui répond à une demande sociale cherchant des solutions contre le chômage, l'exclusion, l'adaptation du système éducatif. Cette insertion professionnelle des jeunes est priorité du président de la République. C'est par ce terme que le Premier ministre a présenté le fond et l'objectif de la réunion. Il a par ailleurs évoqué la diversité des approches et des programmes multiples de l'insertion professionnelle, une richesse pour d'autres politiques de la promotion d'employabilité des jeunes, mais il faut aujourd'hui un résultat palpable afin de résoudre le chômage des jeunes. Il a estimé qu'il était primordial, voire capital, d'avoir un certain nombre d'informations sur les données statistiques des jeunes chômeurs et de canaliser tous les fonds disponibles consacrés à la formation professionnelle dans différents départements ministériels et de recenser les programmes en cours disposés à l'insertion professionnelle des jeunes. Tous ces éléments vont permettre de prendre des mesures pour harmoniser et coordonner efficacement l'action du gouvernement afin d'obtenir des résultats tangibles dans les mois qui suivent, a-t-il exprimé. Enfin, le Premier ministre a insisté sur la mise en place rapidement d'un comité technique présidé par le secrétaire général de la primature pour coordonner tous ces programmes et proposer un mécanisme efficace et efficient sur la question. En conclusion, le Premier ministre a donné la parole aux ministres et directeurs présents à la réunion. Des échanges et des propositions ont émergé de cette réunion qui seront soumis par les différents responsables lors de la prochaine réunion sous la forme des propositions au Premier ministre. Que vous disposez dans vos secteurs respectifs ainsi que les fonds qui sont alloués. L'analyse de ce mécanisme sera mise en place, appelle un certain nombre d'informations, à savoir d'abord les données statistiques des jeunes chômeurs, demandeurs d'emploi ou non. Et pour cela, les éléments de réponse de la part du ministère du Travail via la NEFIP, la direction de la DISET suite au dernier recensement sur l'emploi des jeunes à Djibouti. Ensuite, il nous est très utile de canaliser tous les fonds disponibles sur ce point, le ministère des Finances et le ministère du Budget. Enfin, un recensement des programmes en cours, tant au niveau des départements ministériels, tant les institutions en charge de la formation professionnelle des jeunes ou dispensent des diplômes universitaires et nous relayer leurs programmes. Cette recherche nous permettrait de prendre des mesures adéquates pour harmoniser les nombreux programmes existants dans les champs et obtenir un résultat dans les mois qui suivent. C'est cela donc qui nous intéresse. Il faut que à partir du mois de février, maintenant c'est le mois de février, il faut qu'on ait un programme pour que contrat-aide soit établi et que les jeunes soient dans les entreprises privées comme publiques. Le département qui va s'occuper de l'insertion de ces jeunes dans les entreprises vous sera déterminé par la suite, mais
par souci de coordonner, j'ai désigné le secrétaire général de la primature pour coordonner ces actions au niveau de la primature, et après, ça sera une fois que les gens vont commencer à être dans l'entreprise, ça sera ou le ministère du Travail ou le ministère des Finances qui vont s'en occuper, ou le ministère de l'Éducation aussi, qui peut être, comme il est chargé de la formation professionnelle, il peut aussi s'occuper de l'insertion, parce que la dernière fois, il nous a fait part comme quoi il y a 1531 personnes qui ont été insérées dans les entreprises. Et dans les nouvelles nationales également, le Centre de recherche, d'information et de production de l'éducation nationale, le CRIPEN, a accueilli une semaine durant les responsables de toutes les écoles de conduite des véhicules, qu'ils soient du secteur privé ou de forces armées, de la police et de la gendarmerie. Tous seront impliqués dans une vaste opération d'apprentissage des codes de la route et de délivrance des permis au profit de certaines de jeunes. Ont participé au lancement de cette opération le préfet de Djibouti, M. Moumin Cher, et les directeurs de la formation professionnelle et technique, M. Abdelkader Humed, les responsables des auto-écoles, les formateurs du ministère de l'Intérieur, les inspecteurs des mines, des monteurs civils et de l'armée nationale, ainsi que des professeurs des filières du transport et des logistiques. Des jeunes seront ainsi formés pour l'obtention des différents permis, ce qui va faciliter leur insertion professionnelle. Des moniteurs français et responsables d'auto-école ont facilité les échanges lors de ces rencontres. Formation un peu plus courte, qui est le certificat de formation professionnelle. Principalement de la conduite, c'est-à-dire qu'on va conduire des véhicules, mais il y a tout ce qu'il y a autour. La préparation de la commande, l'aspect administratif, l'aspect douane et l'aspect rendre compte de son information et tout ce qui touche aussi à la technologie qu'il y a dans le camion. Un atelier de validation du plan de gestion environnementale et sociale du projet du lac Assal a eu lieu ce matin au Palais du Peuple sous l'égide du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement avec le partenariat au ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Cet atelier s'inscrit donc dans le programme national de développement à l'horizon 2035, date à laquelle notre pays passera complètement à l'utilisation des énergies renouvelables, un domaine prioritaire pour le président de la République. Il s'agit surtout de valoriser et matérialiser l'énergie géothermique quant au volet environnement. Lors de cet important atelier, la protection de la biodiversité, la protection des poissons, notamment dans la baie de Goubet, ont été évoquées. En fait, il s'agit de faire une pierre deux coups, profiter de l'énergie verte de moindre coût, tout en protégeant l'environnement dans le cadre d'un plan de gestion élaboré à cet effet. Enfin, le projet en question permettra de passer de la phase d'étude à celle de la production effective. Était présent à cet atelier le secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Dini Abdallah Omar, et le représentant du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Et pour plus de précision, écoutons un extrait du discours du secrétaire général du ministère de l'Habitat. On reviendra donc sur cette intervention aussi, et dans les nouvelles également, l'INAP a abrité un nouvel atelier de formation, sur les stratégies et techniques de négociations commerciales. C'est ouvert ce matin à l'Institut national de l'administration publique. Cet atelier de 3 jours est organisé par le ministère de l'économie et des finances chargé du commerce et des petites et moyennes entreprises. L'objectif principal de cette formation est de permettre aux négociateurs nationaux d'acquérir les connaissances nécessaires en matière de techniques des négociations commerciales. Étaient présents
À l'ouverture de cet atelier, la secrétaire générale du ministère de Commerce, Roun Ousmane Omar, le secrétaire général du ministère du Travail, M. Abdallah Ali Ahmed, le directeur du commerce extérieur et de l'intégration régionale, M. Ali Daoud Abdou, le directeur de l'IDAP, M. Sharmak Idriss Ali, ainsi que de l'expert et formateur de M. Sam. Je me félicite de l'engagement du directeur de l'INAP qui a bien voulu héberger cette formation dans un esprit de complémentarité et de synergie. Par ces actions, il s'agit d'amorcer l'élan d'ouverture de l'INAP aux autres institutions. La revitalisation de l'Institut national d'administration publique dans laquelle nous sommes aujourd'hui témoigne de la place qui est accordée à l'amélioration de la formation des agents de l'État et du souci du gouvernement de faire de l'INAP un véritable instrument au service des administrations. D'ores et déjà, je peux vous assurer, Madame la Secrétaire Générale, que nous sommes disposés à accueillir favorablement et à appuyer toute nouvelle initiative qui vise la valorisation des ressources humaines. Écoutons à présent l'intervention de la secrétaire générale du ministère de Commerce, Roun Ousmane Omar. Le séminaire qui nous réunit aujourd'hui répond à plus d'un titre aux besoins identifiés en matière de renforcement de capacité des acteurs publics et économiques nationaux. En effet, les activités de sensibilisation et de formation font partie intégrante de l'atteinte des objectifs de développement pour notre pays et le choix de tenir cet atelier à l'INAP illustre bien cet engagement. Notre ministère, à travers cette structure, s'est doté d'un cadre de concertation pour défendre nos intérêts sur le plan commercial. Chers membres du comité, permettez-moi tout d'abord de vous saluer pour votre participation à ce séminaire de formation qui est d'une importance capitale pour vous conforter dans vos rôles de négociateurs, qui n'est pas toujours facile et qui exige un certain nombre d'expertises. Et vous constituez un organe important qui doit informer et faciliter les orientations des décideurs politiques dans tous les domaines des négociations commerciales. Comme vous le savez, la République de Djibouti participe et s'engage très souvent à des cycles de négociations bilatérales, régionales et multilatérales qui ont des impacts majeurs sur les perspectives et sur le développement de notre pays. Ce séminaire de formation organisé en collaboration avec l'INAP a pour objectif principal de permettre aux négociateurs nationaux, quel que soit leur domaine, d'acquérir les connaissances nécessaires en matière de stratégie et de technique des négociations commerciales et de se doter des outils efficaces dans le domaine des négociations. Et dans la page santé de ce journal, le ministre de la Santé informe à la population qu'une équipe spécialisée en chirurgie cardiaque va séjourner à Djibouti du 30 janvier au 6 février prochain. Cette mission donc médicale est présente au niveau de l'hôpital général Pelletier pour y effectuer un dépistage des enfants qui souffrent de malformations cardiaques et nécessitant une intervention chirurgicale urgente. À cet effet, il est demandé aux parents d'enfants souffrant de malformations du cœur de constituer les dossiers médicaux de ces enfants en venant dans les services de pédiatrie ou de cardiologie de l'hôpital général Pelletier du 31 janvier au 4 février de 8h à 10h. Le ministre de la Santé demande à la population, à l'ensemble de la population, de bien vouloir profiter massivement de cette consultation. Et pour plus d'explications, écoutons maintenant les propos du directeur général de l'hôpital Pelletier. Ce matin, dans le cadre de la coopération entre l'ONG Mécénat, la chirurgie cardiaque et l'hôpital général Pelletier, ce matin nous avons accueilli une équipe de cardiologues pour faire la prise en charge et le dépistage des enfants de moins de 15 ans jusqu'à 20 ans vivant avec une cardiopathie ou qui sont nés avec des malformations cardiaques. Donc ces opérations vont se dérouler une semaine d'ici d'aujourd'hui jusqu'au jeudi matin, Inch'Allah. Donc je lance un appel à toute la population djiboutienne
pour bénéficier des compétences de ces médecins pour une éventuelle prise en charge et une évacuation où ils peuvent faire de chirurgie cardiaque au niveau des grands hôpitaux de France. Donc dans ce cadre, j'aimerais que beaucoup d'enfants bénéficient des soins spécialisés qu'on ne peut pas faire au niveau de l'hôpital général Pelletier ni au niveau de notre système de soins. Donc c'est un bénéfice pour nous d'accueillir ce matin à ces cardiologues qui ont aussi leurs équipements, tous les équipements nécessaires pour faire un dépistage de ces enfants. Donc nous appelons à l'ensemble de la population, aux mères, aux pères, d'amener leurs enfants qui ont une insuffisance cardiaque ou qui ont des malformations cardiaques pour bénéficier de ce programme. C'était les explications du directeur adjoint de l'hôpital général Pelletier. Des exercices de coordination et de manœuvre navale dénommés Cutlass Express 2016 ont démarré aujourd'hui à la base navale de Djibouti. Ces exercices sont destinés à améliorer la coopération entre les pays chargés d'assurer la sécurité maritime au large des côtes des pays de l'Afrique de l'Est. Plusieurs pays participent d'ailleurs à ces exercices maritimes. Une opération similaire se déroule simultanément aux Seychelles. Ces exercices se poursuivront jusqu'au 6 février prochain. On prit part à la cérémonie de lancement de ces exercices le directeur général de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd, le chef de corps de la marine nationale, le colonel Abdurrahman Cher, le commandant des gardes-côtes, le colonel Waas Omar Bokouré, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, des représentants des pays de la région, dont le Kenya, le Rwanda et le Soudan. Enfin, les marines turques et danoises ont assisté pour la première fois au lancement de ces exercices. Ces exercices se déroulent pour la 5e année consécutive. Ils sont parrainés par l'US Africa Command. Ces exercices renforcent la coordination, améliorant l'expertise tactique et permettent l'échange d'informations entre les pays participants dans l'optique d'accroître la sûreté et la sécurité maritime dans la région. Des exercices pratiqués sont également menés en mer tels que l'abordage des navires, les secours et les urgences médicales à assurer, les communications radio codées ou le partage d'informations sensibles liées à la sécurité des États et de leur côté le trafic maritime international et la pleine sécurité en mer afin de lutter efficacement contre la piraterie figurent en bonne place. Les pays qui participent donc à Cutlass Express 2016 sont l'Australie, le Canada, les Comores, Djibouti, la France, le Kenya, Madagascar, l'île Maurice, le Rwanda, les Seychelles, l'Afrique du Sud, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, le Royaume-Uni et les États-Unis. Des représentants de la force est-africaine en attente de la force navale de l'Union européenne, de l'Organisation maritime internationale et des forces navales multinationales ont pris part à la cérémonie de lancement de ces exercices. Et dans un mot de bienvenue, le commandant de la maritime nationale, le colonel Abdurrahman Cher, a remercié d'emblée le gouvernement américain pour sa contribution à la tenue de ces exercices. Il s'est félicité de la présence des représentants des marines turques et danoises qui participent pour la première fois à ces exercices Cutlass Express. Je vous propose donc de l'écouter. The Djibouti Coast Guard is very pleased to participate in this major exercise, international maritime exercise. À Djibouti. Pour moi, commandant de la marine djiboutienne, c'est un grand honneur de réunir encore une fois dans notre espace tous nos amis et surtout particulièrement de créer cette cohésion au niveau national entre la marine djiboutienne et le garde-côte, mais aussi les marines de la région. Cet exercice a une vocation régionale, se déroule conjointement dans 2 pays, dont le Seychelles et à Djibouti, et répond à la volonté politique de nos pays de rendre notre zone maritime saine et sécurisée. Cependant, cet exercice nous permet, j'en suis persuadé, de mieux perfectionner cette connaissance, mais aussi de nous préparer à coordonner nos actions dans des circonstances difficiles s'il s'est présenté. Ainsi, après 3 jours de formation théorique,
Le deuxième volet de cet exercice sera conduit en mer sous la supervision de la marine américaine. Aussi, j'adresse mes remerciements au gouvernement américain à travers ses représentants ici présents pour leurs initiatives et leurs contributions au déroulement de cet exercice. J'adresse également mes remerciements aux représentants de la marine turque et danoise qui participent pour la première fois à cet exercice. Mes remerciements vont aussi aux représentants des pays de la région, dont Kenya, Rwanda, le Soudan, ici présents. Enfin, je ne serai pas long et je déclare solennellement le lancement de la partie pratique de cet exercice conduit sous la supervision de la marine américaine. Et toujours aux nouvelles nationales, M. Aboubakar Moussa Arré a été élu président du comité de gestion du Fonds de développement communautaire du quartier 3 à l'issue d'un vote qui a été supervisé par les responsables de la DDS, de la préfecture et d'un représentant de la Banque mondiale. Ce vote a eu lieu ce matin au sein de la DDS dans le cadre du projet dit de développement urbain intégré. Des petits fonds sont alloués par zone d'habitation afin de soutenir les activités menées par la population. Il s'agit de petites subventions de l'ordre de $3 000 américains. Ces fonds sont destinés à améliorer le cadre de vie et l'environnement urbain. L'élection du responsable du fonds de gestion s'est déroulée en présence du premier adjoint maire Ali Abdallah Ali, du sous-préfet du 2e arrondissement Abdi Hassan, du directeur général de la DDS Mahdi Mohamed Jama et de ses proches collaborateurs en charge du développement social, ainsi que le représentant de la Banque mondiale. Le directeur général de la DDS a rappelé le processus de désignation du comité de gestion et de son principal responsable, ainsi que le rôle qu'il a rempli. Et passons à présent à l'actualité internationale. L'Afrique a appelé une fois de plus à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était donc samedi à l'ouverture du 26e sommet de l'Union africaine. C'est le président zimbabwéen Robert Mugabe qui s'est fait le porte-voix du continent sur la question. Commentaire dans cette séquence. L'Afrique a appelé une fois de plus à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était samedi à l'ouverture du 26e sommet de l'Union africaine. C'est le président zimbabwéen Robert Mugabe qui s'est fait le porte-voix du continent sur la question. Les chefs du Conseil de sécurité disent « Vous n'aurez jamais les pouvoirs que nous avons en tant que membres permanents. Et nous avons demandé. Réformer le Conseil de sécurité », a-t-il martelé du haut de la tribune de l'organisation continentale. Cette revendication s'inscrit dans la volonté manifestée par l'Afrique d'être pleinement représentée dans tous les organes de décision de l'ONU, a fortiori au sein de la structure où sont prises les décisions relatives aux questions de paix et de la sécurité. Dans l'optique d'une éventuelle réforme, les continents réclament au moins 2 sièges permanents avec droit de veto. Le Conseil de sécurité compte 15 membres dont 5 permanents, disposant du droit de veto, une composition qui date de 1945. Pour plusieurs pays, cette situation devient anachronique. Elle ne reflète plus la société internationale contemporaine. Des experts des relations internationales pensent que le monde a changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour eux, le Conseil de sécurité doit refléter les nouveaux visages du monde. Le président sud-africain avait brandi dès son côté en septembre de l'année dernière l'argument démographique pour justifier cette revendication. Pour Jacob Zuma, l'Afrique compte 1 milliard d'habitants qui ne sont pas représentés de façon permanente au Conseil de sécurité. Et pour finir le journal, il n'y a pas de solution militaire au conflit en Syrie. C'est sous cet avertissement de John Kerry que s'est ouvert à Genève le premier tour de pourparlers entre régime syrien et opposition. La suite avec Idriss Adouta. Il n'y a pas de solution militaire au conflit en Syrie. C'est sous cet avertissement de John Kerry que s'est ouvert à Genève les premiers tours de pourparlers entre régime syrien et opposition. Mais dès leur arrivée, les participants à ces processus, qui doit s'étendre sur 6 mois et aboutir à une autorité de transition qui organiserait des élections à la mi-2017, ont affiché leur méfiance. Il est important pour nous, déclare Salim Al-Moussalat, porte-parole de la délégation de l'opposition syrienne, de voir que la nourriture va bien à nos enfants, qui meurent de faim, et voir que les familles syriennes et les femmes syriennes sont en sécurité chez elles, loin des frappes des Russes.
L'urgence humanitaire va être au centre des négociations car côté politique, l'impasse est réelle et c'est malgré les bonnes intentions des façades. Selon Bachar Jafari, ambassadeur syrien à l'ONU, le but est évidemment de participer à un dialogue indirect entre Syriens en vue de relancer un processus politique exhaustif conformément à la résolution 2254 sans précondition ni interférence étrangère. Bachar Jafari a aussi affirmé qu'il ne voulait pas discuter avec des terroristes, montrant une nouvelle fois que, d'État islamique aux rebelles modérés, tous les opposants au président Assad sont considérés comme terroristes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous juste après une page de publicité. C'est les minutes du Focus qui vous sera présenté par Ali Abdullahi. Ça c'est bon comme ça. Nous revoilà sur le plateau. C'est donc les minutes du Focus. Ali Abdullahi nous a rejoint. Bonjour Ali. Bonjour à vous. Pour les minutes du Focus, Ali, tu nous as préparé 3 sujets qui vont porter sur des sujets internationaux et des sujets que tu as concoctés toi-même. Donc je te laisse la parole. Avant d'attaquer ces 3 sujets, j'aimerais bien revenir un petit peu sur le sujet qui était très important dans cette édition du 15h. C'était cette formation au profit des gardes-côtes et au profit des pays en même temps qui sont en exercice ici à Djibouti, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis, pour sécuriser cette partie du Bab el-Mandeb et du détroit du Bab el-Mandeb. Donc, les exercices de coordination et de manœuvres, vous l'avez dit, navales, dénommés Cutlass Express 2016, ont démarré aujourd'hui à la base navale de Djibouti. Ces exercices sont destinés à améliorer la coopération entre les pays chargés d'assurer la sécurité maritime au large des côtes somaliennes. Plusieurs pays participent, dont Djibouti, le Kenya, la Somalie, Seychelles, île Maurice, etc. Donc cette partie, en fait, c'est une partie très importante sur le détroit de Bab el-Mandeb, juste à
au-dessus du canal de Suez, c'est une partie où transite 80% du commerce mondial, si je puis dire ça, que donc l'Union européenne, les États-Unis doivent en fait impérativement sécuriser leur cargaison, leur pétrole, leurs marchandises, et pour cela donc il faudrait collaborer avec les pays limitrophes, c'est-à-dire Djibouti, la Somalie. Donc c'est un truc très important, et la garde des côtes donc a forcément bénéficié de ces exercices de coordination. Les gardes des côtes qui continuent à améliorer leur performance de jour en jour. C'est cette institution qui est jeune en même temps et qui a été créée il y a quelques années maintenant, continue en même temps donc de s'efforcer et donc de prendre racine en même temps ici à Djibouti. Oui, allez. Et dans l'actualité internationale, donc on va parler du journaliste palestinien Mohamed Al-Kik, qui est en grève de faim et qui est dans un état très grave. La grève de faim de ce journaliste, donc qui est survenue depuis 2 mois maintenant. Le journaliste emprisonné en Israël, qui l'accuse donc d'appartenir au groupe Hamas, a perdu donc aujourd'hui la capacité de parler, et il a du mal donc à entendre. La femme du journaliste a confirmé que les médecins l'ont informé que son mari avait perdu sa capacité à parler. Il a cessé de s'alimenter depuis le 25 novembre dernier pour dénoncer, je cite, la torture et les mauvais traitements que subissent les Palestiniens pendant les interrogatoires israéliens. C'est ce qu'a indiqué donc le journaliste. Et donc cette semaine, l'UE et le Comité international de la Croix-Rouge, la CICR, ont exprimé leur inquiétude pour l'état de santé du journaliste Mohamed Kik, 33 ans, reporter de la chaîne saoudienne Al-Majd. Il a été arrêté le 21 novembre dernier chez lui à Ramallah, en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël. Il a été 68 ans. Effectivement, donc il a été placé à mi-décembre en détention administrative, régime extrajudiciaire très controversé dans le monde, qui permet à Israël de détenir des personnes sans inculpation ni procès pour des périodes de 6 mois renouvelables indéfiniment. Ce journaliste me rappelle Gandhi. Ali, effectivement, en fait, Gandhi, oui, mais il faudrait pas en même temps y arriver jusqu'à là, parce que Gandhi, c'est un homme qui a marqué un petit peu l'histoire. L'histoire humaine. Effectivement, donc. Le Nigeria et le Tchad, donc, qui est meurtri par des attentats attribués à Boko Haram. Une cinquantaine de villageois ont été tués samedi dernier dans le nord-est du Nigeria dans une attaque attribuée aux militants de Boko Haram, tandis qu'au Tchad, voisin, 2 attentats suicides ont fait hier 3 morts et 56 blessés dans une région régulièrement ciblée par les groupes extrémistes nigérians. La région du lac du Tchad est placée sous le régime de l'état d'urgence pour tenter de lutter contre les attaques de Boko Haram. Les groupes islamistes extrémistes plutôt multiplient les attentats suicides au Nigeria, au Cameroun, au Niger, au Tchad, et n'hésitent pas donc à utiliser comme kamikazes des femmes et des enfants, malheureusement. Surtout des femmes voilées, c'est ça qui est important. Et la dernière nouvelle, donc, c'est Taubira, l'ancienne ministre de la Justice française, qui sort un livre pour expliquer son nom à la déchéance des nationalités aux binationaux français. Moins d'une semaine après sa démission au gouvernement, Christine Taubira, sa version des faits, a écrit sa version des faits donc, dans un livre qui va paraître aujourd'hui, dans lequel donc elle a réaffirmé son opposition à la déchéance de nationalité, tout en rendant hommage à la politique du président français François Hollande pour sa gestion des attentats de Paris et ce qui a un petit peu meurtri la France. C'est une fulgurante calendrier donc dont l'ex-garde des Sceaux a le secret. Moins d'une semaine après avoir quitté la place Vendôme, où lui a succédé Jean-Jacques Urvoa, Madame Taubira publie donc ses murmures à la jeunesse chez l'éditeur Philippe Rey. Dans ce livre secrètement imprimé en Espagne à 40 000 exemplaires et mis en place dans les librairies depuis hier, elle rédit donc à son opposition à l'élargissement de la déchéance de nationalité pour les binationaux français qui sont nés en France et condamnés pour terrorisme, ce qui figure pourtant, selon elle, des projets de réforme constitutionnelle qu'elle a co-signés extra-examinés à l'Assemblée à compter de ce vendredi. Et pour un peu plaisanter avec toi, Ali, tu parles pour l'humanitaire aujourd'hui.
Tu seras donc Ali l'humanitaire, si je puis dire cela. Merci pour ces explications, Ali. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite donc à tous et à toutes de passer des agréables moments avec le reste de nos programmes télévisés.